Il y a une dimension spéculative, une dimension de réflexion sur le droit qu'on a tendance à oublier. Robert Jacob, bonjour. Bonjour. Nous vous remercions d'avoir accepté de donner cet entretien pour la chaîne YouTube de l'Association des historiens du droit de l'Ouest. Vous êtes né à Liège, en Belgique. Vous avez fait vos études de droit. Puis à Paris, vous avez obtenu le doctorat d'État en 1984, thèse consacrée aux structures patrimoniales de la conjugalité au Moyen-Âge dans le nord de la France. Par la suite, vous avez enseigné au Centre d'études d'histoire juridique de Paris, ainsi qu'au sein des universités de Liège et aux facultés universitaires Saint-Louis, en Belgique. Vous êtes aujourd'hui directeur de recherche honoraire du CNRS et professeur émérite des universités de Liège et de Saint-Louis de Bruxelles. Pourriez-vous revenir rapidement sur votre parcours de chercheur? Comment et pourquoi en êtes-vous arrivé à consacrer vos premiers travaux à l'histoire du droit médiéval et notamment aux coutumes du nord de la France? En fait, j'ai commencé, vous venez de le rappeler, mes études de droit à Liège, et je me suis aperçu très vite qu'en réalité, ma vocation était une vocation d'anthropologue, parce qu'elle n'a jamais cessé d'ailleurs de me rattraper par la suite. Au même âge et dans les mêmes circonstances, Claude Lévi-Strauss avait abandonné le droit pour l'anthropologie. Pour ce qui me concerne, je suis resté juriste, mais j'ai essayé de choisir celle des disciplines qui s'éloignaient le moins de mes désirs et de ma vocation, et c'était l'histoire du droit. Alors j'ai eu l'occasion de faire ce qu'on appelait à l'époque un DES, c'est-à-dire un troisième cycle à l'université de Paris 2, de choisir mon directeur de thèse. Mon directeur de thèse a été Pierre Clément Timbal, et je me suis orienté de manière un petit peu naturelle vers le Moyen-Âge, les coutumes du nord de la France et de Wallonie, parce que, de Flandre aussi d'ailleurs, parce que c'est mon pays d'origine et que l'ethnologie de soi commence par les régions qui vous sont le plus familières. Alors je me suis lancé dans des études d'histoire de la famille dans ces régions, et j'ai écrit une thèse sur les structures patrimoniales de la famille, en fait, donc ce qui concerne les régimes matrimoniaux et les successions. Avec la perspective et les résultats suivants, c'est que dans l'ancien droit en général, dans la société médiévale, il y a une forte opposition entre structure de la famille noble et structure de la famille roturière, et que je crois que le système, l'armature de la société féodale, en fait, détermine la structure de la famille. La structure de la famille ne me paraît pas autonome à l'égard de la structure de la société. Ça m'a entraîné dans une thèse qui a été assez longue et dont une seule partie est publiée, la partie qui est consacrée aux paysans et aux bourgeois de France du Nord, principalement d'où est le Cambrésis, un peu l'Artois aussi. La seconde partie, qui était historiquement la première sur la noblesse, n'est pas publiée. Je crois que j'ai eu le malheur, qui a été celui des gens de ma génération, d'avoir écrit des thèses avant l'ordinateur et les traitements de texte, c'est-à-dire que si on veut publier et imprimer, il faut procéder à une saisie de l'ensemble. Alors ça se fera peut-être, ou alors il y aura une numérisation du texte, je ne sais trop. Merci. Vous êtes également l'auteur de nombreux travaux, articles et ouvrages sur la justice et sur la représentation de la justice. S'agit-il pour vous d'un prolongement naturel de vos premiers travaux ou au contraire d'un changement dans vos centres d'intérêt? Alors, je crois que j'ai un peu répondu par anticipation, c'est-à-dire que j'ai une vocation d'anthropologue qui me portait à porter une attention particulière aux structures de la famille, mais également à tout ce qui est symbolique, à tout ce qui est représentation. Et c'est un peu naturel, à partir du moment où je travaillais surtout sur les processus
procédure judiciaire, de m'attacher à ces questions de représentation de la justice, en fait, de deux aspects. D'un côté, les images de la justice, puisque j'ai écrit un livre sur cette question, alors que le sujet n'était guère abordé, en tout cas en langue française. On avait finalement très peu d'études sur l'image et l'imaginaire de la justice au Moyen-Âge et au temps moderne. Et puis en même temps, une très grande attention aussi au rituel. Appréhender la procédure judiciaire comme un rituel et l'analyser, essayer de voir où tout cela nous menait. Et en fait, là, je suis pratiquement resté sur cet axe depuis maintenant plusieurs décennies, avec des recherches d'abord sur les rituels judiciaires proprement dit, et puis une réflexion sur la notion de droit en général à partir du droit romain, avec une attention particulière au droit romain, ce qui m'a amené, alors oui, rupture de parcours si on veut, parce que j'étais médiéviste et là je suis devenu antiquiste. Je crois que je n'ai pas cessé d'être anthropologue dans l'âme, même si je n'ai jamais fait de terrain exotique, mais je suis passé du Moyen-Âge à l'Antiquité à cause d'une insatisfaction. Qu'est-ce que c'est que ce droit romain qui, d'un point de vue de médiéviste, a l'air de tomber du ciel, qui s'installe dans les universités et puis qui conditionne les comportements de l'ensemble des acteurs du lieu juridique. Droit coutumier, certes, mais enfin le droit coutumier finit par trouver sa structure et son statut au rapport d'un droit écrit. D'où vient ce droit écrit? Et ça m'a amené alors à remonter vers le droit romain, mais le droit romain alors le plus archaïque, celui d'une société qui fondamentalement était à l'origine une société sans écriture, c'est-à-dire une société où le rituel a commandé l'émergence de la première conceptualisation juridique. Merci. Votre parcours vous a également amené à enseigner en France et en Belgique. Et justement, quelles sont selon vous les principales différences dans l'enseignement de l'histoire du droit entre ces deux pays? Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de différence fondamentale parce que les deux pays partagent la même culture juridique et judiciaire pour des raisons d'ailleurs historiques évidentes. Il y a des organisations différentes de l'université et de la recherche, mais quant à l'enseignement de l'histoire du droit, je crois que les questions se posent de la même manière. Je ne te dirais pas autant si j'avais été professeur en Angleterre ou en Allemagne ou dans des pays qui sont assez loin de cette culture commune, mais cette culture commune, elle existe bien entre la France et la Belgique, et elle détermine toujours la façon dont on y enseigne l'histoire du droit. Alors, en France, je ne sais pas si la critique existe également en Belgique. L'histoire du droit fait souvent l'objet de critiques quant à son caractère non professionnalisant. On estime que c'est une discipline parfois inutile. Pourriez-vous dire ce que vous pensez de cette opinion et au contraire, quel est selon vous l'intérêt pour un juriste d'avoir une solide formation historique? Oui, mais je crois que la question s'adresse non pas seulement à l'histoire du droit, mais à l'ensemble de toutes les réflexions spéculatives sur le droit. Donc qu'il s'agisse de l'histoire du droit, de la philosophie du droit principalement, voire de la sociologie du droit aussi. Ces matières, on tend à les abandonner à partir d'une vision utilitariste de l'université qui, je crois, s'aggrave au fil du temps. Je crois qu'elle a toujours existé. Elle l'était d'ailleurs plus forte en Belgique qu'en France. On attend de l'université, à la limite, qu'elle soit une école technique, une école qui prépare à certaines professions et qui entraîne d'emblée
dans la technique juridique. Alors, d'une part, il est indispensable que les facultés de droit entrent dans la technique, parce que ce que l'étudiant de 17 ou 18 ans qui s'inscrit dans une faculté de droit attend, c'est aussi ça, qu'on lui montre, qu'on lui fasse sentir directement ce qu'est l'aspect technique du droit. Mais il y a une dimension spéculative, une dimension de réflexion sur le droit qu'on a tendance à oublier. Alors, je le crois très dommageable, mais c'est probablement le lieu, ça devrait être le lieu d'une réflexion sur l'ensemble de l'évolution de l'université. Si on prend l'évolution dans la longue période, il fut un temps où l'histoire était une espèce de science humaine reine, ou de reine des sciences humaines dans la première moitié du XXe siècle. Progressivement, et sans peut-être que nous en ayons très bien conscience, ce qui est devenu la reine des sciences humaines, c'est l'économie. Il y a un pseudo-Nobel d'économie qui est délivré par la Banque de Suède. Il y a une sorte de conviction dans l'idée que la scientificité, dès lors qu'on l'aborde aux sciences humaines, c'est l'économie. Et tout cela nous amène à concevoir tout en termes économiques. Nos enseignements doivent être ordonnés à la croissance, doivent être ordonnés à une dynamique positive qui n'est comprise que comme une dynamique économique. On est en train d'entrer dans un monde où on en vient à considérer toutes les facultés comme des espèces d'annexes de l'école de commerce. Ce que je crois très profondément, c'est que cela nous amène sur des voies très fausses. Il est utile qu'un juriste, même praticien, passe par une réflexion externe sur le droit. Alors appelons-la méta-juridique comme on voudra. Mais les concepts juridiques sont relatifs, ils évoluent avec le temps, l'argumentation, les techniques d'argumentation évoluent avec le temps, et la première chose à faire, c'est d'en prendre conscience. Et on en prend conscience, je crois, par ces disciplines qui me paraissent absolument indispensables à la formation du juriste. Je vous remercie. Et enfin, pour conclure, vous allez proposer une conférence à destination des étudiants du Master d'Histoire du droit de Nantes. Quels conseils souhaitez-vous donner à des jeunes chercheurs en histoire du droit ? Mon Dieu. Mon Dieu, je n'ai pas des conseils à donner. J'ai moi-même dirigé l'une ou l'autre thèse, mais le conseil que j'aurais tendance à donner, je ne sais pas si d'ailleurs c'est très utile, c'est de soyez vous-même, connaissez-vous vous-même, voyez vos aspirations et voyez comment vos aspirations peuvent s'ajuster avec les pratiques scientifiques d'une institution universitaire en un temps déterminé qui est le temps où vous commencez votre thèse. C'est-à-dire que c'est toujours un compromis entre ce que l'on a envie de faire fondamentalement, ce que l'institution ou vos maîtres, les professeurs qui sont en place au moment où vous commencez, ce qu'ils vous proposeront. Je crois qu'il est quand même utile de ne pas oublier le premier versant, hein, c'est-à-dire ne pas attendre d'un professeur qui vous donne un sujet de thèse en disant bon d'accord, voilà quelque chose qui m'est commandé et je suis un exécutant, l'exécutant d'un programme qui a été déterminé en dehors de moi. Là, en ce qui me concerne, j'ai toujours mené ma barque dès le niveau du doctorat à partir d'un dialogue avec mon ou mes directeurs de thèse, et j'ai essayé d'en faire autant par la suite avec les doctorants que j'ai dirigés, et je crois que c'est la bonne manière d'arriver à faire de bonnes thèses, hein. Le directeur de thèse, c'est peut-être une définition élémentaire, dirige mais ne donne pas l'impulsion, hein. Et l'impulsion, là le candidat la maîtrise, il doit quand même savoir où il veut aller. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie.